Soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui nous vous proposons dans ce format DLTDC original un sujet autour de l'organisation d'un cycle d'entraînement hivernal et pour nous aider à profiter de l'hiver pour être performant toute la saison, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Tristan Pavlak, entraîneur et cofondateur de Campus Coach et aux manettes de la chaîne YouTube Iron Human. Tristan, c'est un plaisir de t'avoir dans cet épisode, dans ce début d'hiver. Comment vas-tu? Pas trop froid? Il fait assez bon dans le studio. Ici ça va, mais c'est pas la période la plus facile pour s'entraîner. C'est vrai. Mais bon, il y a les fêtes de fin d'année, Noël. Je suis sûr que tu vas avoir plein de beaux équipements triathlon, running au pied du sapin et ça va te. Le Père Noël est gentil. J'ai aucun doute sur ça et ça va te réconforter. Tristan, aujourd'hui, on va parler, comme tu l'as compris, de course à pied et en particulier d'hiver et de la gestion justement d'un cycle d'entraînement hivernal. D'ailleurs, j'aimerais qu'on définisse ensemble rapidement le principe de la planification d'entraînement. Je dis rapidement parce que on avait dans la saison 4 avec Fred dédié vraiment tout un épisode autour de la planification d'entraînement. Donc n'hésitez pas. Si ce sujet vous intéresse, comment est-ce qu'on construit une saison tout au long d'une année, voire même sur des cycles de 3, 4, 5 ans, parce qu'une planification, c'est pas seulement sur un an, c'est assez long. N'hésitez pas à aller l'écouter, vous allez voir, c'est un épisode intéressant. Mais du coup, voilà, je pense que c'est pas mal qu'on redéfinisse un peu ce qu'est une planification, parce que du coup, après, on va parler de cycle hivernal. Ouais, alors la planification, pour faire simple et rapide, comme tu l'as dit, parce qu'il y a déjà un épisode qui y est dédié, c'est simplement un rétro-planning qui va nous permettre de planifier notre entraînement entre le moment où on est maintenant et au final la date de notre objectif. Donc voilà, l'objectif de ce rétro-planning, ça va être d'organiser notre entraînement, que ce soit les qualités que l'on va travailler, que ce soit le volume, que ce soit les sorties longues, voilà, comment tout ça va s'agencer. Et si on rentre un peu plus dans le détail, et c'est là où c'est ce qui nous amène sur notre épisode d'aujourd'hui. Moi, j'aime bien différencier deux parties dans la planification sur l'année. Il va y avoir une première partie qui va être dédiée à, on va dire, le développement de nos qualités physiques en tant que coureur et une seconde partie, si jamais on a un objectif, qui va être dédié à l'optimisation de nos qualités physiques en vue d'une course d'une distance précise. Top. Eh bien, écoute, pour cet épisode, on va s'intéresser plus particulièrement au cycle hivernal qui s'intègre dans le processus de planification de l'entraînement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est d'écouter notre fameux micro-trottoir. On est parti à la rencontre de coureurs parisiens pour leur poser la question comment est-ce qu'ils s'entraînent? Est-ce qu'ils s'entraînent différemment en hiver par rapport en été? Quelles sont les spécificités de cette saison? Et si tu es OK, je te propose qu'on écoute leur réaction. Qu'en penses-tu? C'est toujours ma petite gourmandise. C'est parti. Alors je suis avec Jean-Christophe. Jean-Christophe, je crois savoir que toi tu es plutôt un coureur de 10 km, semi-marathon, plutôt un peu endurant, un peu rapide. Moi, je suis plutôt 800 mètres en général, mais oui, là, effectivement, sans trop de préparation, je préfère aller m'amuser sur des distances un peu plus longues. Alors là, tu es pas sans savoir qu'on va rentrer dans une période un peu plus fraîche, ça va bientôt être l'hiver. Est-ce que tu penses qu'il faut s'entraîner différemment en hiver par rapport à l'été ? Il va y avoir quelque chose à prendre en compte, c'est surtout toute la partie équipement, effectivement, elle va changer. Après, dans l'intensité ou autre, ça va pas forcément changer. À la limite, ça va peut-être même permettre de plus pouvoir accélérer, parce qu'à partir du moment où on part du principe que la température extérieure est plus froide, le corps montera moins vite en température, donc on peut prendre plus de temps à l'échauffement, et les intensités ne nous feront pas monter aussi haut en température que quand on court en plein été. Donc toi, tu penses plutôt que l'hiver, c'est un bon moyen de travailler par exemple sa vitesse plutôt que l'endurance ? Techniquement, sur des préparations classiques, on travaille plus l'endurance en hiver. Mais physiologiquement, je pense que c'est plus facile quand même de monter haut en intensité parce que le corps montera moins haut en température. Je ne sais pas si je m'entraîne d'une manière différente, mais en tout cas, je sais que l'hiver, je me sens peut-être un peu plus crispé par rapport au froid. Du coup, je m'équipe forcément plus, mais j'ai l'impression que mes appuis ne sont pas les mêmes et j'ai toujours plus peur de me blesser. Donc je fais peut-être moins de séances de vitesse, plus de séances de long et je fais attention à plutôt faire de la route plutôt que d'aller dans les sous-bois qui peut être un peu glacés et qui me font peur. Non, l'hiver, il y a un peu moins de compétition, c'est dans les compétitions un peu justement de fond, donc c'est beaucoup plus d'endurance, notamment en vélo. Donc pareil en course à pied, c'est beaucoup plus d'endurance pour préparer la saison qui est plutôt à la période estivale. Et est-ce que tu penses que si ta prépa hivernale elle est réussie, tu vas en tirer des bénéfices l'été ?
Oui, clairement, parce que c'est toutes les fondations qu'on crée l'hiver pour ensuite être plus efficace l'été. On va en général faire plus de volume l'hiver pour ensuite diminuer le volume et augmenter l'intensité. Sur des préparations pistes classiques où la saison estivale est en général plus importante, c'est l'hiver qu'on crée les fondations. Est-ce que tu es vigilant aussi par rapport aux blessures? Est-ce que tu sens que tu vas avoir des fragilités peut-être avec le froid? Ouais, ça arrive, hein. Après, chaque corps humain est différent, donc faut faire attention. Mais moi, personnellement, faut quand même que je fasse gaffe parce que dernièrement, il y a quelques blessures qui sont venues, donc fais toujours attention. Non, parce que les belles journées d'hiver, c'est assez cool de faire des sorties, de bien profiter de la nature. Quand on est bien équipé, il n'y a pas de mauvaises conditions. C'est quelque chose auquel je crois. Après, je me sens plus crispé sur le début des séances et juste, je vais pas faire de séances de vitesse et je vais plus privilégier des belles sorties longues sur des terrains que je connais, quoi. Retour au studio, c'était assez intéressant. Moi, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'aimerais te faire réagir et on va analyser justement tout ce qui s'est dit tous les deux. Mais avant toute chose, j'aimerais te poser une question. L'hiver, pour beaucoup de coureurs, elle est souvent synonyme de fête de fin d'année, voire de petits excès. Et on sait que certains coureurs ou coureuses ils aiment bien couper pendant cette période. Souvent, c'est la période de Noël jusqu'au Nouvel An. On a une semaine un peu entre les deux. On prend une semaine de vacances et puis on est souvent dans la famille. On est à droite, à gauche. On a bien mangé. C'est pas forcément les meilleures conditions pour pouvoir aller s'entraîner. Après, ça dépend de notre style de vie, mais voilà, c'est quand même pas l'idéal. Donc souvent, on aime bien prendre une petite coupure, une petite semaine de repos en hiver. Est-ce que si on prend une semaine de repos, on fait une petite aparté, parce que ça semble vraiment important de parler de ces spécificités-là de l'hiver. Si on coupe une semaine, 10 jours entre Noël et Nouvel An, est-ce que c'est important de repasser par une phase de réathlétisation dans son programme de cycle hivernal, ou est-ce que finalement on peut, parce que c'est très peu de temps finalement, une semaine, est-ce qu'on peut reprendre là où on avait laissé? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Alors, si on parle de quelques jours seulement, pour moi, il n'y a pas besoin de faire quelque chose en particulier. Si par exemple, c'est juste Noël, la veille et le lendemain, ça va. Après, c'est vrai que si on commence à faire le pont, si on fait la jonction entre Noël et le jour de l'an, la durée va commencer à être un peu plus longue. Et les règles que j'aime bien dire, c'est à partir d'une semaine de coupure. Sur une semaine, je ne sais pas si on va perdre forcément de la forme en tant que telle, peut-être un tout petit peu, mais je ne sais même pas si c'est mesurable. Ce sera très léger. Par contre, si on ne court pas pendant une semaine, c'est vrai qu'on aura déjà un peu perdu le rythme, on aura une petite difficulté à reprendre l'activité. C'est pour ça qu'une semaine d'arrêt, j'aime bien au moins faire une semaine de reprise. Et quand je dis semaine de reprise, voilà, on y va tranquille, de l'endurance fondamentale, à la limite quelques petites lignes droites en fin de semaine pour se retester. J'aime bien dire 75% du volume pour faire un peu progressif jusqu'à la semaine qui va suivre, qui sera, elle, à nouveau normale. Voilà, ça c'est pour une semaine. Après, si on fait vraiment la totale, là, c'est avant Noël, la jonction et un peu après le Nouvel An pour décuver un tout petit peu. Là, on est sur 10 jours d'arrêt, voire même un tout petit peu plus. Et là, voilà, pas hésiter à prendre 2 semaines. Vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura infiniment plus de bénéfices à prendre. Beaucoup plus de bénéfices à faire de l'entraînement trop facile un peu trop longtemps vis-à-vis de reprendre l'intensité trop tôt et au final risquer de se blesser par exemple. Ouais, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Surtout avec les fêtes, si on est un peu gourmand comme moi, je sais pas pour toi Guillaume, mais tu reprends, t'as 3-4 kilos en plus, il faut que la reprise soit progressive. Ouais, bon, ça fait pas de mal un peu de coupure et effectivement, il faut prendre son temps parce que on a vite fait effectivement de prendre un peu de poids dans cette période où tout est un peu gras. Il fait la grasse mat, le foie gras, tout qui est gras dans ces périodes-là. Et puis si on est assidu le reste de l'année, en réalité, on peut se faire plaisir. Voilà, et puis surtout 2-3 semaines de reprise à ce moment-là, c'est pas si grave. On va revenir au magnéto qu'on a entendu parce que j'aimerais te faire réagir sur ce qu'ont dit nos coureurs. En tout cas, il y a quelque chose qui ressort beaucoup, que ce soit dans ce magnéto, mais que moi j'ai pu entendre au fur et à mesure de ma carrière entre guillemets de coureur. J'ai été licencié, donc j'ai fait quand même plusieurs clubs et c'est quelque chose que j'entendais beaucoup l'hiver, aussi bien chez les pros que chez les amateurs d'ailleurs. C'est très fédéral aussi comme vision et ça c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est que l'hiver c'est avant tout une période de fondation et c'est vraiment là où il faut privilégier essentiellement le foncier. Pour faire sa caisse, et on l'a entendu là encore dans le magnéto, les gens nous disent voilà, c'est vraiment c'est là où on fait les fondations de son entraînement. Il y a vraiment cette idée-là de poser les bases de l'entraînement pour être aussi compétitif, performant au printemps ou été. D'ailleurs, je sais que beaucoup d'athlètes redoutent de se blesser
pendant l'hiver parce qu'ils pensent finalement que s'ils sont blessés, par exemple au mois de décembre, eh bien, ça sera foutu. Mes joints, ils pourront pas être performants sur piste aux interclubs, par exemple. La saison, elle est quasiment bâclée ou en tout cas, elle est bien compromise. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que c'est vraiment une période stratégique l'hiver pour faire ses fondations en course à pied? Tu vois, sur le magnéto, je pensais qu'il y aurait plus de personnes qui mettraient ça en avant. J'étais agréablement surpris de voir que les avis étaient plus nuancés, que c'était du coup que ça avait un peu évolué vis-à-vis de ça. À la question qu'est-ce qu'on fait l'hiver, en réalité ça va dépendre de notre organisation et puis d'autres paramètres à côté dont on va parler. Mais de manière générale, contrairement à ce qui est communément admis et plus communément que ce qu'on a entendu dans le magnéto, l'hiver ne doit pas être spécifiquement dédié à faire que de l'endurance, tout à basse intensité, des gros volumes, mais au contraire, il y a même il y a des alternatives en fonction des projets que l'on peut avoir et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, les premières questions qu'il faut se poser, c'est d'où on part. Est-ce que l'hiver, ça correspond pour nous pour le début de la saison? Est-ce qu'il y a eu une coupure pendant l'été? Quand sont nos objectifs? Est-ce que c'est au printemps, en été, à l'automne? Il y a toutes ces premières questions qui vont faire qu'en fait, en hiver, on ne va pas tous faire la même chose parce que tout ne dépend pas de la saison, mais plutôt de son organisation, de la saison sportive et non pas de la saison météorologique, on va dire. Donc, s'il y a eu une coupure l'été, en effet, les mois de fin d'année, octobre, novembre, décembre, ça va être plutôt de la reprise, on va dire. Et puis plus la coupure a été longue, plus la reprise devrait être longue aussi. Et quand on parle de reprise, en effet, là, à ce moment-là, on va réaugmenter progressivement le volume. On va faire très majoritairement, pour voir quasiment exclusivement de l'endurance. Alors, c'est pas le truc le plus fun. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que cette phase-là va nous permettre de remonter un petit peu notre endurance. J'ai envie de dire notre endurance de base. C'est vrai que la notion de fondation dont on a parlé est assez pertinente dans ce cas-là, parce que améliorer nos capacités d'endurance, c'est indirectement améliorer nos capacités de récupération. On ne fait pas forcément ce lien-là, mais il est pourtant intéressant. Et en améliorant nos capacités de récupération, sur le moyen et long terme, ça va nous permettre, quand on arrivera un peu plus tard dans la saison, de pouvoir cumuler plus de temps à haute intensité. Parce qu'on ne récupère pas de la même manière d'une séance intense en début de saison quand on reprend, que plus tard, quand on aura justement accumulé beaucoup d'entraînement, beaucoup de volume, qu'on aura amélioré nos qualités d'endurance et donc nos capacités de récupération. Donc c'est pour ça que cette période de reprise, il ne faut pas hésiter à la faire durer et que c'est une période primordiale. Mais encore une fois, tout ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'hiver. Voilà, c'est vraiment une notion de planification plus qu'une question météorologique. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est: est-ce que notre compétition est loin? Est-ce que notre compétition est en début d'année, janvier, février? En France, il n'y en a pas beaucoup à ce moment-là par les crosses. C'est plutôt assez plat. Ouais, voilà. Ou alors au printemps, à l'été, ou même à l'automne. On sait qu'il y a beaucoup de courses à l'automne. Je pense au marathon d'Amsterdam et plein d'autres. Donc, si notre compétition est loin, on a beaucoup de temps devant nous. Et ce qu'il faut se dire, c'est que je pense que les gens qui ont déjà réalisé plusieurs préparations le savent. Les derniers mois de préparation, ils sont très intenses. Et quand je dis intense, je pense psychologiquement et physiquement, évidemment. Donc, à partir de là, si on commence à s'entraîner très intensément trop tôt, le risque, c'est d'avoir un épuisement. Et quand je dis un épuisement, là, je parle d'un épuisement mental. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais s'entraîner, être très assidu, très discipliné, faire des séances quand même relativement difficiles, et ça dans le temps, ça épuise mentalement. Parfois, on n'a plus envie d'aller s'entraîner, on n'a plus envie de forcer autant. Et après, physiquement, évidemment, il y a le risque de blessure de faire durer ça trop longtemps. Donc, si on en arrive là, on peut partir du principe que si nos compétitions sont loin, on peut prendre ce temps pour faire justement un volume sans trop d'intensité. Mais c'est là où c'est intéressant parce qu'on peut cumuler du volume, mais sans intensité. Et c'est là où c'est important parce qu'il y a une notion, pas une notion, mais comment on peut dire ça ? Il y a statistiquement une corrélation entre le volume que l'on cumule dans les derniers mois et les dernières années et la performance. Donc là, c'est le moment important de se dire, au lieu de se dire la compétition est loin, je fais rien, je dis la compétition est loin, ça sert à rien que je me mette à l'envers à l'entraînement. Par contre, ça va être intéressant de cumuler du temps à basse intensité, quelques petites intensités faciles, on va y revenir. Mais voilà, on cumule du temps, c'est bon pour la performance, mais on s'économise pour la préparation plus tard qui sera intense. Il nous reste le dernier cas, donc là c'est s'il n'y a pas de coupure, s'il n'y a pas de reprise, à ce moment-là en fait,
j'ai envie de dire, une préparation en été comme en hiver, ça peut être la même chose. Et j'étais, comme je t'ai dit, agréablement surpris de la personne là qui courait des distances assez courtes et qui disait qu'en fait pour lui, il faisait son travail de vitesse en hiver sans trop de problèmes, et voire même que lui il voyait un bénéfice. Donc c'était assez intéressant. La notion de faire de la caisse en hiver, pour moi c'est vraiment un truc qui est issu du milieu professionnel et pas forcément du milieu de la course à pied en plus, parce que ça va être beaucoup du milieu cycliste, même parfois du milieu du tennis, des sports de force, où là leur calendrier de compétition fait que en effet les mecs en vélo, oui, en hiver ils roulent 40 heures parce que pendant la saison ils vont pas avoir trop de temps, et donc accumuler beaucoup d'endurance à ce moment-là c'est bénéfique. Mais nous, en tant que coureurs amateurs, on n'a pas du tout les mêmes enjeux, on n'a pas du tout les mêmes contraintes de calendrier, donc pourquoi copier leur méthode? Ouais, et puis aussi, tu sais, généralement, si tu fais la saison des 10 km, des semis, des marathons, si tu intègres une compétition dans ton agenda, tu es obligé de décharger, tu vois, et tu es obligé aussi, quand tu reprends, de prendre en compte la fatigue que tu as générée pendant ta compétition. Là, le fait est de ne pas avoir de compétition te permet d'avoir des semaines d'entraînement sans forcément décharger. Alors, tu as tes semaines d'assimilation, forcément, mais tu vas pouvoir aussi peut-être jouer sur ça et du coup, sur ton trimestre, avoir un volume qui soit plus important par rapport à l'été. Et qui peut te permettre aussi, pourquoi pas, d'enchaîner des compétitions. C'est surtout pour ceux qui font du meeting de la piste, où on sait que les meetings s'enchaînent quasiment toutes les 2-3 semaines. Alors quand on fait du 800 mètres, il faut beaucoup courir, il faut faire pas mal de meetings, tu peux enchaîner quasiment tout le week-end une compétition, et du coup tu vas moins t'entraîner. Et le fait d'avoir fait du volume te permet aussi de pouvoir avoir des baisses de performance un peu moindres. Et on le voit, si tu coupes après une prépa marathon pendant 3 semaines, tu vas revenir 3 semaines après, ça va être beaucoup plus simple parce que tu auras fait tout un gros travail de prépa marathon de foncier avant, que si tu t'entraînes comme ça un petit peu en dilettante, l'impact du désentraînement va être beaucoup plus important sur toi que si tu as déjà eu une grosse charge. Donc on le sait quand même que ça te permet d'un peu moins de t'entraîner, d'avoir des semaines l'été un peu moins chargées, parce que derrière tu vas moins avoir une déperdition de niveau. C'est là où la notion le lien dont on a parlé tout à l'heure entre endurance et récupération est fort, parce qu'en effet, les gens en préparation marathon vont s'imposer un plus fort volume, donc plus de volume, plus d'endurance, et par conséquent améliorer leur capacité de récupération. Mais là, tu le dis très bien. C'est très souvent, on a la planification linéaire qui consiste à partir d'un moment à baisser le volume et augmenter l'intensité. Mais en fait, ce contexte-là prend tout son sens à partir du moment où on enchaîne les meetings, on fait beaucoup d'intensité parce qu'on a des meetings, et on réduit le volume parce que il faut récupérer entre les meetings. Mais le coureur amateur classique, c'est pas du tout son quotidien. Ça fait pas sens. Ouais. Justement, toi, quelles sont tes recommandations en matière de prépa hivernale, Tristan ? Alors, vis-à-vis de tout ce qu'on a dit précédemment, là, on va partir du postulat qu'on est en hiver et qu'on est en début de planification. La reprise s'est bien passée. On a fait nos quelques mois, quelques semaines à basse intensité, reprise progressive, tout ça. Et donc, à partir de maintenant, pour moi, il n'y a pas de contre-indication particulière à faire des intensités. Mais la question, c'est quelle intensité ? Et là, de mon point de vue, c'est le moment un peu de développer des qualités de base. On garde cette notion de socle, cette notion de fondation, le fait que pour faire une maison, il faut des fondations un peu solides. Et pour moi, il y en a 4 des qualités de base. Il y a premièrement l'endurance, deuxièmement la force, troisièmement la vitesse et quatrième la résilience à la blessure. Alors après, là on va pouvoir décortiquer un petit peu les séances qui permettent de développer ces qualités, mais il faut quand même noter que quelles que soient en réalité les séances que vous effectuez dans l'année, les bénéfices ne sont jamais cloisonnés. On parle souvent de filière énergétique. Voilà, filière, il y a vraiment une notion de tout est cloisonné. Si on fait une séance, il y a un seul intérêt et puis toutes les autres qualités ne sont pas travaillées. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, il n'y a pas de cloisonnement, mais ça vaut le coup quand même de réaliser des séances différentes pour aller sur chacun de ces terrains. Alors, on va rentrer un peu plus concrètement dans le type de séance qu'on peut retrouver dans un cycle hivernal. On va parler de course sur route et on va parler un peu de trail tout à l'heure. On va essayer vraiment de s'intéresser à ces deux mondes-là. Tu vas nous dire justement qu'est-ce qui s'approche et qu'est-ce qui se sépare quand on parle trail ou route. Mais globalement, pour que ça puisse être clair et que tout le monde puisse visualiser un peu le type d'entraînement, de travail qu'il faut faire pendant l'hiver, que toi tu recommandes de faire pendant l'hiver, quelles sont les séances qu'on peut retrouver dans un cycle hivernal que toi tu nous recommandes? L'idée c'est pas qu'on les fasse bêtement, mais c'est juste qu'on puisse avoir une idée du type de séance qui est intéressant de faire l'hiver. Alors déjà, la qualité d'endurance, les séances qui vont permettre de développer cette qualité-là va être le volume en général,
mais plus précisément, on va dire les séances à basse intensité. Quand bien même l'intensité développe en réalité l'endurance, c'est vraiment la basse intensité qui va nous permettre d'atteindre un volume et qui va nous permettre de développer par la quantité cette qualité spécifiquement. Donc là, on a fait il y a quelques épisodes un épisode en particulier sur l'endurance fondamentale. Je pense qu'on n'a pas besoin de rentrer plus dans les détails parce qu'on a eu une longue discussion sur ce type d'entraînement-là. Ensuite, on a la qualité force et vitesse. Alors, la qualité force en elle-même, pour ceux qui sont athlètes de force ou vraiment pur sprinter, je dévoie un petit peu ce mot-là pour le bien de la méthode, on va dire. Mais voilà, là, moi, j'aime bien mettre des sprints courts, des sprints longs, des sprints en côte. Là aussi, il y a toute la notion un peu plus simple de ligne droite, de foulée bondissante. Et quelque chose que moi, personnellement, je ne réalise pas, mais j'en reviens un petit peu. Tu sais, c'est bien aussi de faire évoluer ces méthodes, mais tous les entraînements en côte, avec des intervalles même à basse intensité, mais en côte, peuvent être intéressants dans une certaine mesure où c'est le moment de faire un peu d'entraînement croisé en plus, pas à la place, mais en plus. C'est vrai qu'en tant que triathlète, comme on fait déjà beaucoup de vélo, on n'a pas trop cette contrainte-là, mais en tant que coureur pur, c'est vrai que ça peut être intéressant de mêler ce sprint avec un peu de travail en côte. Je reviens un petit peu sur ça et je pense qu'il peut y avoir un petit intérêt là-dessus. On fera un sujet spécifique sur l'entraînement en côte, ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur des choses intéressantes, sur des croyances, des choses qui le sont un peu moins, les avantages, les inconvénients. On fera un focus sur ça bientôt. Parfait. Et force et vitesse, l'avantage du travail de sprint et de travail à haute vitesse, c'est justement qu'on va venir ouvrir sa foulée, on va venir augmenter notre amplitude et ça prédispose à développer notre économie gestuelle, mais aussi ça va nous permettre un travail technique parce que quand on est en footing, c'est pas vraiment là où on va pouvoir travailler notre technique de course, mais c'est au contraire qu'on va venir commencer à ouvrir la foulée. Donc là, avec un travail d'éducatif, un travail de renforcement, un travail de mobilité. Donc ça, c'est par rapport aux qualités de force et de vitesse. Ensuite, il y avait une quatrième qualité dont j'ai parlé, qui est la résilience à la blessure, dont on parle pas vraiment. Mais pour moi, l'hiver, c'est vraiment un endroit un peu privilégié pour mettre en place des routines de renforcement, de mobilité. Pourquoi en hiver ? Comme on l'a dit, étant donné que la préparation est moins intense, qu'on se fait moins mal sur des grosses séances intenses, ça va être le moment de mettre en place des routines et le fait que les premières séances fassent un peu de courbature, que ça soit un peu difficile de s'y mettre, ça va moins impacter le reste de la performance. Je pars du principe que le principal, c'est de courir. Et donc, si la préparation vient perturber notre préparation en course à pied, c'est dommage à mon sens. Donc là, en hiver, on a vraiment un bel espace pour développer sa préparation physique, son renforcement. C'est un espace assez privilégié. Et après, quand on sera dans la saison, en plus, le coût cognitif va diminuer un petit peu parce qu'on aura déjà mis en place les routines. Je vais terminer quand même par un petit bonus parce que là, on a parlé des qualités principales, on va dire du socle, mais il y a quelque chose qui est important pour moi qui est la notion de variété et j'aime bien quand même garder un peu de variété dans l'entraînement déjà parce que l'émulation ça permet de rester on évite de s'ennuyer. Exactement, ça permet de rester accroché à l'entraînement, mais aussi c'est intéressant d'aller venir taper un peu toutes les amplitudes de vitesse, toutes les durées d'intensité. Donc j'aime bien mettre des séances très faciles avec un peu de tempo, un peu de fartlek, un peu d'allure de course. Voilà, des séances très simples, tant physiquement que mentalement, mais c'est important pour la variété de garder un petit peu ça sur ces séances, si on a assez de séances dans la semaine pour pouvoir les réaliser en tout cas. Effectivement, ça c'est le luxe de ceux qui peuvent s'entraîner 4-5 fois par semaine. On peut travailler toutes les vitesses. Ou plus, même 9-10 fois par semaine pour ceux qui doublent. Ça c'est ton quotidien ça, Tristan. J'aimerais aussi qu'on s'intéresse au trail, parce que l'hiver c'est également une saison un peu particulière pour nos amis pratiquants de course en montagne. Déjà parce que tout simplement les épreuves sportives sur trail se font quand même assez rares, voire quasiment inexistantes, passé le mois d'octobre. Et puis l'hiver, les conditions elles sont aussi compliquées pour les trailers. On doit courir généralement en forêt ou en montagne. Quand c'est l'hiver et que le soleil il se lève tard et il se couche très très tôt, ça limite quand même le champ d'action et c'est pas forcément évident de s'entraîner en pleine nuit dans ces endroits-là. Tu peux aussi avoir des sentiers qui sont boueux.
Ça peut aussi être enneigé, peu praticable. Les appuis, c'est pas les mêmes aussi, parce que les courses sont généralement en été. Si tu entraînes l'hiver, tu vas avoir des appuis qui sont quand même assez différents. Du coup, le travail ne sera pas forcément intéressant pour ta saison en été. Bref, c'est des conditions qui sont sur le papier pas forcément optimum quand on pratique le trail. Du coup, si on est un trailer, est-ce qu'on doit arrêter de courir l'été? Est-ce qu'on doit pourquoi pas faire du ski de fond ou du vélo comme certains peuvent le faire? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que alors, la planification peut être décalée. Hein. C'est vrai que peut-être que certains ont plus tendance à couper en été sur route en fonction de... Si tu fais du marathon, par exemple. Ouais, voilà, par exemple. Et puis, en trail, peut-être que la planification fait qu'on va couper en hiver. En fait, c'est là où je dis que c'est vraiment important que... Bien sûr. Alors, il peut y avoir un lien entre planification et météorologie, mais en fait, c'est vraiment la planification qui va définir ce qu'on y fait. Ensuite, une fois que j'ai dit ça, les mêmes règles s'appliquent que ce soit en course à pied ou en trail, c'est-à-dire que s'arrêter de longs mois, alors déjà, c'est pas bon pour la performance, mais au-delà de ça, c'est même pas bon pour la santé de manière générale. Hein. L'être humain n'est pas fait pour ne rien faire. Donc, ça va être important de garder une activité physique. Après, comment est-ce qu'on adapte son activité physique? C'est là où après, on peut se poser la question. De mon point de vue, si on veut être performant en course à pied, il faut essayer de trouver des moyens de continuer à courir. Donc là, peut-être que ça va être un gros mot pour les trailers, mais c'est vrai que si la montagne est impraticable... Allez, tout le monde sur la piste. Peut-être que vous pouvez... envisager un travail 8 x 800 ça va vous faire tout drôle. Ouais, non mais en vrai un travail de vitesse plus classique, il y a beaucoup de trailers professionnels qui le font, donc il n'y a pas de raison. Je sais que l'amour pour la nature ne s'y retrouve pas, mais il y a un très bon transfert ensuite de performance quand on va en nature à la belle saison. Donc voilà, pas hésiter à varier un tout petit peu. Et puis si on habite vraiment en montagne et qu'on n'a même pas, il n'y a même pas de terrain plat sur lequel courir, il y a de la neige partout, c'est vrai que la garder une activité physique cardiovasculaire, au moins ski de fond, vélo, c'est vraiment un moindre mal. Tant pour la performance que pour la santé, je le répète. Justement, tu parles d'entraînement croisé. Moi, ça m'intéresse parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de trailers qui pratiquent le ski de fond. L'hiver, je pense notamment à Xavier Thévenard, François Daen, même Kylian Jornet. Hein, c'est des pratiques qu'ils aiment bien voir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne courent plus. C'est juste que c'est pas parce qu'on ne voit pas sur les réseaux, on voit on voit qu'un trailer l'hiver poster des photos sur lui sur ski, ça peut dire qu'il ne court pas. Il faut faire toujours attention avec les réseaux sociaux. On montre ce qu'on veut bien nous montrer. Mais en tout cas, voilà, il y a une vraie appétence pour ces sports-là. Quels sont les buts recherchés justement quand on fait du ski de fond, par exemple, quand on est un coureur à pied? Parce qu'a priori, c'est quand même pas forcément les mêmes sports. Alors, le vélo, le ski et le running, l'avantage, c'est que c'est que des sports d'endurance. Donc, il va y avoir un stress au niveau du système cardiovasculaire et on va garder des adaptations à ce niveau-là. Donc c'est important parce que le système cardiovasculaire va être limitant dans une certaine mesure en course à pied ou dans les autres sports. Donc ça nous permet, il y a quand même un petit transfert, on connaît bien l'entraînement croisé, donc il y a un transfert qui va se faire. Je m'explique, c'est-à-dire que déjà, on va essayer de faire ça méthodologiquement, déjà si ça nous fait plaisir de le faire, il n'y a pas d'intérêt à s'en priver, première chose. Mais ce que j'aime bien dire, c'est que la meilleure manière de devenir meilleur en course à pied, ça reste quand même de courir. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit une petite phrase qui est importante. Souvent, j'aime bien dire que c'est toujours mieux de faire en plus que de faire à la place, hormis si on n'a pas le choix. Pour moi, l'entraînement croisé, c'est vraiment un truc où si on ne peut pas courir plus, quelle que soit la raison, que ce soit parce que si on court plus, on peut se blesser, ou parce qu'on n'a pas le temps, ou parce qu'on n'a pas l'envie, bref, ça peut être une variété qui va apporter des bénéfices. Donc ça, c'est une première chose. Tu l'as soulevé tout à l'heure, les trailers professionnels vont pratiquer l'entraînement croisé, mais c'est parce que je ne sais pas si tu as vu leur volume d'entraînement hebdomadaire. Étant donné qu'ils vont faire des courses extrêmement longues, ils ont besoin de soumettre leur corps à des durées d'entraînement extrêmement longues aussi. Et on va avoir des 30 heures, 35 heures, voire 40 heures pour certains. Et 40 heures de course à pied, pour le coup, le corps ne serait pas capable de récupérer assez. Donc c'est là où l'entraînement croisé, je l'ai dit, quand on ne peut pas courir plus, c'est bien de croiser l'entraînement. C'est là où c'est tout à fait bénéfique. Et peut-être qu'en hiver, en effet, ils vont faire un peu plus de vélo, un peu plus de ski de fond, mais ils vont quand même garder un petit peu de course à pied. Parce que le vélo, certes, ça va faire travailler le cœur, mais ça va pas faire travailler les mêmes muscles, ça va pas les faire travailler dans la même amplitude, ça va pas stresser les tendons de la même manière, même ça va les laisser au repos. Les contractions musculaires ne sont pas les mêmes entre la course à pied et le vélo ou le ski de fond. Bref, il y a pas mal d'adaptations périphériques
que l'entraînement croisé ne permette pas et qui pourtant sont limitantes de la performance et qui, à la reprise de la course à pied, si tu fais 6 mois de vélo et que tu reprends la course à pied comme si de rien n'était, peut-être que cardiovasculairement tu vas avoir les capacités de courir vite, mais mécaniquement, en périphérie, tu risques de te blesser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ailleurs de cyclistes qui se mettent à la course à pied et qui se blessent. C'est parce que, on va dire, ils ont un gros moteur, mais ils ont... il y a une roue qui part, il y a le capot qui s'ouvre. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que la voiture tient pas en place. Si je prends un dernier exemple, d'ailleurs ça me fait rire cet exemple-là parce que j'allais dire, Eliud Kipchoge par exemple, lui tu le vois pas faire de vélo. Petite anecdote, avant de dire cette phrase, j'ai cherché sur internet. Il a ouvert une académie de vélo au Kenya, mais c'est pas dit qu'il en pratique. Mais c'est pas dit qu'il en pratique. Ouais. Donc voilà. C'est rigolo ça, cette anecdote. Je savais pas que. Mais c'est vrai que bon, après les Kenyans ils font aussi un peu moins de renforcement musculaire. Ils sont très focus sur la course à pied, mais je veux dire ils ont des tels niveaux de bornage qui sont assez impressionnantes. Ils ont l'altitude aussi, donc c'est pas forcément compatible. Ouais, ça, mais tu vois, Eliud Kipchoge, il est marathonien. Pour lui, c'est 2 heures d'effort. En vrai, pour lui, c'est une course de vitesse. Tu vois. 2 heures d'effort, si tu compares à l'UTMB qui est fini en à peine sub 20 heures cette année, on n'est pas du tout sur les mêmes durées. Donc, il n'y a pas non plus besoin du même volume. Ça, c'est clair. Et puis, moi, je l'ai constaté en tout cas. Parce qu'on pas 25 heures par semaine. Oui. De toute façon, dès que tu passes 10 heures en course à pied, ça devient quand même compliqué l'entraînement. Enfin, en tout cas, ça. Après, au Kenya, ils ont quand même beaucoup de volume. Il y a énormément. Déjà, tu es en altitude, donc en altitude, tu cours quand même moins vite. Et donc forcément c'est quand même beaucoup de kilométrage où tu es à très basse intensité, c'est des blabla run clairement, et ça tu peux te permettre de faire du volume un peu facilement, mais moi je l'ai constaté, je l'ai remarqué avec des collègues avec qui je vais courir, quand moi je coupe, eux ils vont conserver un peu de vélo. Bon bah même si tu te dis au niveau musculaire et tout, il faut qu'ils fassent gaffe parce qu'ils vont avoir tendance à plus facilement se baisser. Au niveau cardio, ils reviennent très très vite en fait, parce que une fois que la musculation, ils ont fait un peu de renforcement musculaire, ils ont travaillé un peu la vitesse, ils ont fait les choses progressivement, bah ils ont juste ça à travailler, ils n'ont pas à refaire une caisse. Ils vont retravailler un petit peu, mais ils partent de moins loin, quoi, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est plus facile de conserver des acquis que de les redévelopper parce qu'on n'a vraiment rien fait. Quoi. Ça va pas forcément les aider à courir plus vite ou mieux après, c'est juste qu'ils vont gagner du temps dans la phase de réathlétisation parce qu'ils auront que à travailler la partie biomécanique, la partie renforcement musculaire, tout en faisant gaffe aux blessures, parce que c'est le piège aussi. C'est là où justement garder un petit peu de course à pied, je te dis, c'est plus simple de conserver. Oui, parce que du coup tu gagnes un peu. Voilà. Tu fais vraiment le strict minimum, mais au moins tu repars pas de zéro. Quoi. Parce que c'est piégeur, tu peux te retrouver tout de suite sur une piste avec la sensation d'être assez bien. Quoi. Donc c'est comme ça que les blessures arrivent. Un élément commun aux trailers et même aux coureurs sur route ou aux triathlètes, c'est que l'hiver c'est aussi synonyme de la saison des cross-country. D'ailleurs, parce qu'on n'est pas tous forcément coutumiers de ce qu'est un cross-country, ça doit nous évoquer peut-être des choses pour certains à l'école, par exemple, pas forcément que des bons souvenirs d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le principe justement d'un cross-country et pourquoi est-ce qu'on retrouve ça essentiellement en hiver, quasiment que en hiver? Alors les Américains, eux, ils aiment bien faire toujours un petit peu en avance. Je crois qu'en septembre, la saison commence et qu'ils finissent février, quoi. Ils commencent un peu avant nous, mais globalement en Europe, on est quand même très sur une prépa hivernale. Ouais, alors donc cross-country qu'on appelle plus communément le cross, qui est simplement une course en nature, plutôt court, on part alors ça peut aller de 3-4 km jusqu'à 10-12 pour les cours, les crosses vraiment les plus longs. Tu l'as dit, c'est défini par, on va dire, les conditions météorologiques peu propices en général. Il y a pas mal de boue, de pluie, de choses comme ça. Alors après, l'origine, je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que en Europe c'est aussi présent, mais pourquoi est-ce que c'est autant pratiqué? C'est parce que ça permet une bonne continuité entre la saison sur piste ou de route qui va s'étendre de printemps à l'automne. Voilà, ça permet une belle continuité, mais en parallèle, par exemple, il y a le circuit le circuit indoor qui peut en parallèle être aussi beaucoup pratiqué. Les deux peuvent s'interchanger, par exemple. Tu vois. Effectivement, même si c'est quand même l'indoor est quand même beaucoup moins populaire et réputé que le cross-country. Par contre, il y a vraiment quelque chose, c'est que ça semble être très apprécié des coureurs et souvent c'est fédérateur. Tu vas retrouver des triathlètes, tu vas retrouver des trailers, tu vas retrouver des marathoniens, tu vas courir aussi des gens qui font de la piste. C'est un peu le rassemblement, le cross, c'est vraiment l'un des seuls événements qui fédère toutes les communautés de coureurs et tout le monde se retrouve sur cross-country. Alors plus ceux qui sont quand même au niveau fédéral, mais finalement c'est peut-être une mauvaise chose que c'est ouvert à tous les cross. Enfin,
Pas tous, parce que si tu prends sur le circuit vraiment officiel, il faut quand même être licencié. Mais du coup, qu'est-ce qui plaît autant? Pourquoi est-ce qu'on retrouve aussi bien des trailers, des marathoniens, des coureurs de 800 mètres, des triathlètes? Pourquoi il y a autant de monde qui vont sur cross? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher au juste? Ce que j'allais dire, c'est fédérateur au sein de la fédération, quoi, parce que personnellement, ne faisant pas partie de la fédération d'athlétisme et n'ayant pas eu cette éducation-là, j'ai jamais eu d'attrait particulièrement pour cette course. C'est là où nos deux visions vont pouvoir différer. Tu trouves quand même des triathlètes. Je vais voir Cassandre Beaugrand, Vincent Louis, Léonie Perriot. Tu les vois quasiment une année sur deux. Après, ça dépend de leur objectif, mais tu les vois quasiment tout le temps. Un peu moins Cassandre en ce moment, mais Léonie Perriot, encore l'année dernière, elle était au championnat de France de cross. Tu les vois au moins jusqu'au LIFA. Donc, voilà, on commence par ta ville, ta région, ton département. Après, tu vois, Après, tu vois, Vincent Louis, à l'époque où il a fait deuxième au championnat de France, c'était quand même dans une démarche de fédération parce qu'il s'entraînait, la partie course à pied, il la faisait avec un entraîneur d'athlétisme et il s'entraînait avec une équipe d'athlétisme. Donc tu vois, il y a quand même toujours Bien sûr. cet environnement qui te Mais on voit pousse vers beaucoup de le cross. crossman, on voit quand même beaucoup de crossman l'hiver et justement c'est des adversaires qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on doit prendre en compte parce qu'on les voit un peu moins et on sait un peu moins les jauger. Ouais. Après, je pense qu'il y a quand même un aspect assez fédérateur autour de l'effort. C'est quand même c'est pas des conditions qui sont faciles et souvent c'est un peu dans l'adversité que tu peux te retrouver. Donc déjà il y a cet attrait-là, mais des discours que j'ai pu entendre un peu par-ci et là, j'ai plusieurs fois entendu des gens promouvoir le fait que le cross avait des bénéfices quasiment mystiques. C'est-à-dire qu'en fait le fait de faire des crosses, on va apprendre des choses sur la vie et sur la course à pied qui vont qu'on pourra pas apprendre ailleurs. Pour ça, je suis un peu moins sûr. Non. C'est vrai que c'est quand même des conditions en fait déjà c'est une pression qui est quand même assez forte parce que pour décrire un peu le cross l'hiver, il faut s'imaginer que vous êtes dans un champ ou dans une zone industrielle où généralement c'est tu sais comment ça s'appelle là, les hippodromes. Il faut vous imaginer, c'est pas des sas de départ. Ça veut dire c'est sur toute la longueur du champ, vous allez avoir des coureurs qui sont alignés les uns à côté de les autres. Donc en fait, quand le départ est donné, vous avez une marée humaine qui part. Ça part à une vitesse qui est exponentielle. Et après, il faut faire sa place. Après, chacun sa technique. Par exemple, les triathlètes aiment bien partir un tout petit peu en retrait et remonter. Les coureurs rapides, ils vont essayer de faire de la distance. Donc, c'est des techniques de course un peu différentes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une adrénaline. Moi, j'ai jamais autant stressé que sur un départ de cross parce que déjà il fait froid, tu es là avec tous les coureurs et tout le monde veut en découdre, tu sais que le coup de pistolet va être donné, que ça va partir plein de balles et qu'après il faut assumer aussi l'attaque quoi. Donc c'est vrai que mentalement c'est dur. Après moi je déteste ça personnellement, mais tu vois, c'est pour ça que moi je trouve pas ça vraiment très inclusif dans le sens où pas inclusif dans le sens où justement sur cross en plus la notion de chrono ne veut rien dire parce que chaque circuit a en fait ses propres modalités, donc c'est vraiment de la compétition pure. Alors c'est pour ça que pour les compétiteurs c'est génial, parce que ça permet de garder de l'opposition pendant l'hiver, ça permet de justement développer un petit peu son esprit guerrier, son envie d'aller à la guerre, mais pour tous les autres, étant donné qu'il n'y a pas de notion de soi contre soi-même, parce que il n'y a pas de chrono, que les conditions sont catastrophiques, que tu cours dans la boue, c'est pas inclus. Moi je trouve que c'est moins inclusif et ça se voit bien. Si on est vraiment très honnête, c'est que tu prends la quantité de coureurs en France et que tu regardes la quantité de coureurs en cross, il n'y a pas beaucoup de pratiquants hors club qui fait du cross en vrai. Ouais, après le cross qui est intéressant aussi, moi je l'ai pas mal pratiqué quand je l'ai vraiment fait, c'est en prépa semi ou à la rigueur un petit peu en prépa marathon. Ça te permet de rajouter des séances de vitesse un peu plus sympa, un peu plus ludiques, parce que moi j'y vais pas pour gagner, j'ai pas du tout le niveau pour aller me battre avec le top 50, mais ça me permet d'ajouter une séance de vitesse qui laisse pas beaucoup de traces, parce que finalement en fait tu as quand même beaucoup d'à-coups, t'es pas non plus tout le temps à balle, donc tu vas gérer l'effort, tu as quand même une gestion de l'effort, ça part très vite, tu gères l'effort, tu relances, tu regères l'effort, donc t'es pas non plus à balle en continu. Et puis au niveau tu vois, c'est quand même beaucoup de la boue, au final tu cours moins vite. Ouais, tu cours sur l'addition en fait, voilà, c'est moins traumatisant, et même au niveau du sol c'est moins traumatisant. Et honnêtement en prépa marathon je préfère faire ça qu'une séance de 400, tu vois, quand tu dois travailler à vitesse, que tu es obligé quand même de faire un peu de vitesse pour pas devenir un vieux diesel. Et c'est vrai que c'est plus ludique de faire un cross
parce que t'as pas d'enjeu, tu t'en fous un peu, c'est un peu rigolo, faut le prendre un peu à la légère, mais ça remplace une bonne séance de 400 où tu te fais un peu plus chier, parce que séance de 400 quand t'es en prépa marathon, ça, voilà, c'est pas là où t'es le plus à l'aise, quoi. Ouais, bah pour cet aspect ludique, je suis totalement d'accord et l'intérêt du cross, je suis 100% pour. Et puis pour nos amis trailers aussi, parce que maintenant, il faut dire que sur trail, ça part de plus en plus vite et il y a beaucoup de relances, ça peut être aussi un excellent complément. En tout cas, essayez un jour. Il y avait quand même quelques crosses qui sont ouverts, pas seulement réservés aux licenciés. Donc essayez, faites-vous votre idée. Désolé Guillaume, moi je me laisse pas faire en tant que non partisan fédéral. Mais je vais t'emmener sur le cross du coq. Tu vas voir, tu vas mettre tes belles pointes. Tu vas venir avec moi. C'est un cross qui est ouvert. C'est du côté de Poton-Combo, je crois. Très sympa, super parcours. Et en plus, ces triathlètes, généralement, ils sont quand même assez bons ils ont leur carte à jouer. Donc, je pense que tu pourrais t'amuser. Quid du renforcement musculaire? Parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de coureurs à pied qui profitent justement de l'hiver, parce qu'il fait nuit, parce que ci et ça, pour justement faire un peu plus de travail en salle et notamment du renforcement musculaire. Est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne stratégie? C'est un bon moment de faire un focus sur les muscles en hiver? Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un moment vraiment idéal pour prendre des bonnes habitudes. À la fois parce que, je l'ai dit, les premières séances, on va avoir quand même pas mal de courbatures, mais plus on va cumuler des séances, plus ça va passer et plus on va commencer à s'y faire. Donc il y a plutôt intérêt à avoir ce début de l'activité dans une période où notre entraînement en course à pied n'est pas trop, ne nécessite pas trop d'intensité ou ne nécessite pas d'être à 100%. Donc ça, voilà, le but c'est de ne pas entraver sa pratique, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est le moment de mettre en place ses routines pour que ensuite, dans la saison, quand l'entraînement sera plus intense, les petites séances de renforcement qui nous restent, quand bien même on les diminue, nous prennent pas trop d'énergie cognitive parce qu'on aura déjà fixé nos habitudes. Tristan, je te propose qu'on laisse un petit instant l'entraînement de côté pour s'intéresser aux autres spécificités et particularités de l'entraînement en hiver. Forcément, qui dit hiver dit aussi le froid. Et on l'a entendu d'ailleurs dans le petit magnéto, le petit micro-trottoir de tout à l'heure. Il y avait des coureurs qui nous expliquaient que l'hiver, ils étaient peut-être un petit peu plus crispés. Il y a un peu plus de risque de blessure. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi, ça, que l'hiver, on se blesse finalement un peu plus souvent. D'ailleurs, moi, j'ai voulu un peu trouver des études. Alors, statistiquement, c'est faux parce qu'il y a beaucoup plus de blessures en été. Mais il y a un biais, c'est parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens qui ne pratiquent pas le sport, qui attendent l'été pour aller courir. C'est le fameux body summer. Le body, je sais pas, body summer body, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, qui n'ont pas forcément bon équipement, ils sont moins forcément progressifs, ils font plein d'erreurs. Et donc, effectivement, statistiquement, il y a plus de blessures du sport en été, mais c'est un biais. Du coup, est-ce que quand même il y a un impact de ces températures un peu froides sur le corps? Alors, au niveau des blessures en tant que telles, c'est vrai qu'on aurait tendance à dire que la prévalence augmente. Mais pour moi, c'est pas particulièrement dû au froid en lui-même. Tu vois, c'est un peu plus global, c'est-à-dire que y a moins de soleil, le soleil est moins intense, les jours sont plus courts. Même l'humeur, si tu sens que ça change un peu en hiver, les conditions sont aussi plus risquées. Il suffit qu'il pleuve, qu'il y ait de la boue, du verglas ou quoi que ce soit. Et comme la nuit tombe plus vite, souvent on est un peu moins vigilant. Voilà, c'est tout ça qui va faire que potentiellement le risque de blessure va pouvoir augmenter. Après, hormis si vraiment il fait très froid, je pense à nos amis canadiens, mais hormis sur des froids extrêmes, avec un bon échauffement, les propriétés mécaniques des tissus ne changent pas. Donc vraiment de ce point de vue-là, il n'y aurait pas de risque de blessure accrue. C'est vraiment en fait l'environnement qui va changer et qui va faire que potentiellement les blessures peuvent arriver. Tu vois, parce qu'on pense au soleil, on va penser directement vitamine D, densité osseuse. Tu vois, donc peut-être des os un tout petit peu plus fragiles. C'est plus cette globalité-là en soi. Et par contre, il y a quand même un élément qui est important, et notamment c'est à cause du froid, c'est l'échauffement qui joue un rôle un peu plus, j'imagine, un peu plus essentiel. Comment justement, si on veut éviter les blessures, si on veut vraiment bien préparer son corps à l'effort l'hiver, quelles sont les recommandations que tu peux nous donner par rapport à ça? Ouais, tu l'as dit, pour moi, la recommandation principale pour éviter les blessures, ça va être de passer un peu plus de temps sur l'échauffement, quand bien même il faudrait s'échauffer toute l'année, mais vraiment faire toutes les étapes de l'échauffement, que ça soit articulaire, musculaire, et puis commencer les premiers kilomètres un peu à la cool.
On ne fait pas l'impasse sur l'échauffement, surtout en hiver. D'ailleurs, on entendait tout à l'heure dans le magnéto un athlète nous dire qu'il préférait faire des séances de vitesse l'hiver parce que finalement, il y avait moins de contraintes au niveau de la thermorégulation, j'imagine, et qu'on pouvait être un petit peu plus efficace. C'est quoi d'ailleurs ton avis par rapport à ça ? Efficace, je sais pas, mais peut-être qu'il a moins froid. Il a moins froid, moins rapidement. Non, il n'y a pas de. Là, pour le coup, la thermorégulation ne va pas jouer sur l'efficacité des séances, pas particulièrement. Après, s'il le ressent, tant mieux. Hein. Évidemment, qui dit froid dit aussi équipement. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner justement pour éviter de se les cailler en fait pendant qu'on court ? C'est quand même plus agréable. Bah alors là, pour cette partie, je vais m'appuyer sur l'expérience de mon collègue chez Campus.coach, donc Nicolas, Running Addict. Lui, sa petite phrase, c'est de dire il n'y a pas de température trop froide, il n'y a que du matériel non adapté. Et c'est très vrai. Ouais, et donc lui, les deux principaux conseils qu'il donne, alors pourquoi lui particulièrement, c'est parce qu'il habite au Canada. Là, il sort de 2 préparations marathon, dont une qu'il a fait en hiver avec des températures jusqu'à moins 30. Donc niveau froid, il s'y connaît un tout petit peu. Donc pour lui, le conseil numéro 1, ça va être de protéger ses extrémités. Donc on parle protéger ses mains, sa tête, ses pieds. En fait, c'est par les extrémités que la température va principalement fuir. C'est vrai. D'ailleurs, c'est souvent on dit que c'est la tête où on perd 40% de la chaleur et tout. Alors c'est pas forcément la tête qui fait perdre la chaleur, c'est juste que c'est celle qu'on couvre pas. Donc en fait, c'est tout simple. C'est comme si vous avez un ballon avec une fuite. Si vous avez un trou, c'est là où l'eau va s'évacuer. Mais ça veut pas dire que c'est. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est qu'effectivement, on a beau bien se couvrir. Si vous ne couvrez pas la tête, votre chaleur, tout va partir depuis la tête. Donc c'est important effectivement de mettre un bonnet. Voilà, c'est pas forcément le plus agréable quand on court. On a un peu la tête d'un schtroumpf aussi, parce que les bonnets de course à pied nous font assez des physiques un peu douteux. Mais c'est quand même moi j'ai une tête avec les bonnets, avec les bonnets de. C'est mon ego en prend un coup quand je vais courir avec ça, mais bon, c'est quand même. Qu'il fait nuit tôt, quoi. Voilà, heureusement qu'il fait nuit tôt, exactement. Mais effectivement, c'est intéressant. Et puis les mains. Alors on n'est pas tous plus ou moins sensibles à ça. Moi, par exemple, je donne un petit conseil, mais je suis quelqu'un qui est très très froid au niveau des extrémités. Bon, ça c'est à cause de mon métabolisme qui est pas au top. Malheureusement, j'ai pas été gâté par la nature sur ce côté-là, et donc j'ai tout de suite les extrémités qui sont assez froides, et notamment les mains. Et à tel point où des fois je rentre d'une séance, surtout une sortie longue, je vais avoir les mains gelées et ça va me faire hurler presque de douleur. Donc on m'a expliqué quelque chose, c'est qu'il ne faut pas forcément avoir des gants qui soient le plus moulants possible. Et c'est mieux d'avoir des moufles, en tout cas, effectivement, parce que la chaleur, du coup, elle peut mieux se répartir exactement entre un espace. Et donc, moi, j'ai essayé les moufles. Il y en a des marques qui font des moufles de running où tu peux enlever. Effectivement, c'est beaucoup plus efficace. Et je vais chercher notamment dans le domaine du vélo aussi, où le vélo, voilà, les gants sont quand même beaucoup plus aussi, parce que les petits gants, tu sais, très moulants que tu peux avoir sur piste, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'utilité, quoi. Surtout qu'en plus, tu vas mouiller, tu vois, ça va devenir humide avec la transpiration. C'est pas l'idéal. Il y a peut-être un peu plus de développement dans d'autres sports. Ouais. Et puis, même je fais un petit parallèle, là je sors un peu de l'hiver, mais sur la partie protéger les extrémités. Tu sais, il y a beaucoup de marathons, je pense au marathon de Paris particulièrement, où en fait en réalité au début de la course il fait quand même relativement froid. Il y a beaucoup d'éditions où ça tournait autour des 5 degrés au départ. Comme la dernière, très froid. Et si on observe un peu les coureurs élites, en fait c'est exactement ce qu'ils font. Ils vont partir en short débardeur, par contre ils vont avoir les manchettes, ils vont avoir les gants, ils vont se couvrir la tête. En fait, ils vont vraiment couvrir leurs extrémités, à la fois parce qu'une fois qu'ils sont chauds, c'est plus simple à enlever, mais aussi parce que c'est mieux au niveau de la thermorégulation. Ils vont laisser leur chaudière centrale libre et couvrir les extrémités. Et puis le t-shirt dans le short pour aussi couvrir la partie un peu plus intestinale en bas pour éviter les petites douleurs qui peuvent être compliquées. Au niveau, on a parlé des gants, on a parlé de la tête, il y a aussi le reste du corps. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ouais, là, le deuxième conseil, ça va être de s'habiller avec 3 couches. Première couche, près au corps. D'accord, donc là, on est vraiment sur les vêtements techniques de base. Deuxième couche, alors là, c'est celle qui va s'adapter le plus en fonction des conditions, parce qu'évidemment, il fait pas toujours froid pareil, on n'est pas tous frileux de la même manière non plus. Donc ça peut aller très bien du t-shirt jusqu'à quasiment la polaire en fonction de là où on court et des conditions. Et la troisième couche, ça va être l'imperméable pour les conditions les plus dures, ou simplement un petit coupe-vent. Voilà, donc avec ces 3 couches-là, vraiment, il y a, quelle que soit la température, même jusqu'à moins 30, on peut aller courir sans aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres conseils qu'on peut appliquer, Tristan ? Alors moi, le conseil principal que je pourrais te donner en hiver, parce que c'est peut-être celui qui va poser le plus de problèmes, c'est que comme il fait froid, on a tendance à
oublier un peu de s'hydrater sur ces sorties longues ou sur ces sorties intenses, parce que en général, c'est justement la sensation de chaleur qui va nous rappeler qu'on a soif. Mais voilà, on transpire quand même en hiver, faut pas l'oublier, donc n'hésitez pas à mettre un petit coup d'accélérateur sur l'hydratation et à pas oublier cette partie-là. C'est vrai que c'est très très important l'hydratation. On pense un peu moins à boire. L'hiver, c'est une réalité. Et tu parlais du marathon de Paris où il peut faire très froid. Et c'était le cas un peu l'année dernière où il a fait très froid au départ. Et du coup, il y a beaucoup de coureurs qui se sont moins hydratés. Ça a eu des conséquences. Il y a eu beaucoup de crampes, beaucoup de déshydratation. Et ça a eu des impacts des fois négatifs. Parce que tout simplement, on a l'impression on a moins la sensation de boire, donc on oublie de le faire. Donc même quand il fait froid, on pense à boire, c'est important. Avant de passer à notre rubrique décryptage, à Tristan, pour clore un peu ce sujet autour de l'entraînement hivernal, quels sont selon toi les éléments clés à mémoriser de tout ce qu'on s'est dit ? Alors, premièrement, je dirais que, à part le fait qu'il fait très froid en hiver, enfin plus froid qu'en été en tout cas, il n'y a pas de différence significative au niveau de l'entraînement en tant que tel. Vis-à-vis de la météorologie, c'est vraiment la planification qui va définir ce que l'on fait. C'est pas l'hiver en soi-même. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Deuxième point, il n'y a pas de nécessité à faire que de l'endurance fondamentale comme on pourrait l'entendre avec des gros volumes. Déjà parce qu'on ne le peut pas, pour la majorité d'entre nous, on a des ressources restreintes, mais parce que même d'un point de vue méthodologie, on n'a pas les mêmes contraintes, comme on l'a dit, que certains coureurs professionnels ou certains contextes fédéraux pour lesquels ça serait pertinent. Donc voilà, pas que de l'endurance fondamentale, c'est pas parce qu'on est en hiver qu'on peut pas faire de séances intenses. Et dernier point, justement, quitte à faire des séances intenses, prendre le temps de développer un peu ses qualités de base. Donc voilà, avec un peu de travail de vitesse, un peu de travail en côte, beaucoup d'endurance fondamentale certes, mais pas uniquement. Et puis faire en sorte de déjà prendre des bonnes habitudes pour éviter les blessures plus tard. Sage, très sage recommandation. Tristan, sur ces belles paroles, je te propose qu'on passe, si tu es OK, bien sûr, si tu n'as rien d'autre à rajouter, à notre rubrique analyse. C'est bon pour moi, c'est parti. La rubrique analyse, vous le savez, dorénavant, chaque mois, on analyse ensemble une séance mythique du monde de la course à pied afin de comprendre quel est l'intérêt de cette séance, quelle qualité elle nous permet de développer et surtout, est-ce qu'elle est vraiment utile et pertinente à faire ? Est-ce que ça vaut le coup d'intégrer cette séance dans son plan d'entraînement ? Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une séance qui est pour le coup mythique dans le monde du running et particulièrement pour les coureurs de fond. C'est une séance qui est connue de tous les marathoniens et là c'est pas possible que vous ne la connaissez pas si vous avez fait un marathon voire même un semi dans votre vie. C'est la sortie longue. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est la sortie longue et peut-être pourquoi pas aussi à quelle allure par exemple on doit la courir cette sortie longue ? Ouais, alors sortie longue, on parle de marathonien, évidemment, c'est ça directement qu'on pense, semi-marathon, mais pour moi, en fait, quasiment tous les coureurs, parce que je définis comme sortie longue simplement une sortie qui est significativement plus longue que les autres, donc c'est un peu une évidence, mais voilà, pour moi, il n'y a pas de durée minimum en fonction de son volume, en fonction de son objectif, il n'y a pas de durée définie, dans le sens où quelqu'un qui va courir 20 km dans la semaine, s'il fait une sortie de 1 heure et qui court 10 km, c'est une sortie longue. C'est une sortie longue, ouais. Même moi, quand je faisais du cours, je faisais 1h15, c'était une sortie longue pour moi, quoi. Et pourtant, voilà, j'étais quand même, j'avais une bonne appréciation du sport, mais c'était la sortie longue, c'était à 1h30, c'était déjà une sortie longue. Ouais, voilà, exactement. Donc, pas de durée définie, juste la volonté de vouloir courir sur une séance un peu plus longtemps que sur les autres, beaucoup plus longtemps, mais voilà, cette volonté-là. Et vis-à-vis de la vitesse à laquelle on la court, en majorité en endurance fondamentale, mais ça reste quand même une séance assez prédisposée à rajouter un petit peu de tempo, un peu d'allure de course. Voilà, on a en sortie marathon, assez souvent sur cette sortie-là, on va mettre un peu d'allure marathon par exemple. Mais ça, je le réserve quand même majoritairement à ceux qui commencent à être un peu initiés en course à pied, qui ont déjà leurs petites habitudes, pas forcément pour des cours débutants. Donc toi, tu nous le dis finalement, c'est vrai que dès qu'on pense sortie longue, on pense prépa marathon, mais pour toi, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur toutes les prépas, même le 10 km. Qu'on doit même. Qu'on doit. Quels sont selon toi les avantages et les inconvénients de ce type de séance ? Alors, il y a différentes manières de créer de la fatigue. Évidemment, il y a les intensités, les fractionnés, mais on peut aussi créer de la fatigue par la durée. Et c'est justement ce qu'on va venir chercher avec ce genre de séance, c'est-à-dire qu'on va venir allonger plus que d'habitude
la durée de la séance pour pousser un peu, on pourrait dire pousser les qualités d'endurance un peu plus dans leur retranchement et donc créer un stress plus grand que d'habitude et par conséquent créer des adaptations au niveau du corps. On a toujours cette relation entre on crée un stress, cette fois-ci non pas par l'intensité mais par la durée et on va aller chercher des adaptations. Justement, si on veut adapter un peu cette sortie longue en fonction de notre prépa, par exemple, j'imagine qu'elle va être différente si on fait une sortie longue marathon, on prépa 10, quelles sont tes recommandations par rapport à ça ? Alors là, c'est justement là où il va y avoir le plus de différence en fonction des préparations. Par exemple, sur une préparation marathon, en fin de prépa, c'est pas rare d'aller sur des sorties qui vont tirer jusqu'à 2h30 par exemple. Alors que sur un 10 km, faire une sortie de 2h30, ça serait totalement contre-productif. Il n'y aurait pas d'intérêt à le faire. Voilà. En général, toi qui as couru un 10, tu as même une sortie de 1h30. Ça va être les sorties les plus longues qu'on va avoir en fin de plan. Ce qu'il faut dire, c'est juste qu'il faut, vis-à-vis de leur longueur, planifier une progressivité entre là où on est aujourd'hui et là où on veut aller. Par exemple, si on a pour objectif de faire un marathon, on vise l'objectif de faire une sortie longue de 2h30. Donc déjà, on planifie le fait qu'on a assez de volume dans la semaine, etc. Mais si aujourd'hui, notre sortie la plus longue, elle fait 1 heure, par exemple, on va se faire un petit rétro-planning pour dire, OK, il me faut à peu près X semaines pour aller des 1 heure que j'ai aujourd'hui jusqu'aux 2h30 que je vise. C'est là où, on parle du marathon, mais c'est là où beaucoup de personnes pensent que préparer un marathon en 8 ou 12 semaines, c'est une bonne idée. Pour moi, voilà, si on n'a pas l'habitude de courir déjà des sorties longues à répétition sur plusieurs semaines, le décalage entre les sorties longues qu'on fait aujourd'hui et celles qui sont visées en fin de préparation sont trop grandes pour être effectuées dans un délai aussi court. Donc ça, c'est pour le marathon. Et par exemple, donc ça c'est pour le marathon et après on a la même approche vis-à-vis du 10 km. Quelle est la sortie longue que l'on fait aujourd'hui le plus et jusqu'où est-ce qu'on veut aller? Est-ce que c'est 1h15? Est-ce que c'est 1h30? Sur le semi, même question. Voilà. Il faut vraiment faire un petit rétro-planning pour savoir jusqu'où on va, quelle sortie longue minimum on veut viser et puis après établir son plan de bataille. Selon toi, les avantages et les inconvénients d'une sortie longue? Alors les avantages, on en a un petit peu discuté, c'est-à-dire que on oblige notre corps à fonctionner longtemps et donc sur des courses longues, on va préparer un petit peu déjà notre corps et notre mental à la durée de l'effort, mais au-delà de ça, on va développer des qualités d'endurance, non pas par l'intensité mais par la durée. Comme je le dis souvent, voilà, on peut stresser le corps de deux manières et c'est intéressant de le faire de ces deux manières-là. Pas choisir ni l'un ni l'autre, mais faire les deux de manière conjointe. Après, l'inconvénient, c'est que la sortie longue, même si c'est fait à basse intensité, la longueur va créer un stress en soi. Donc, on pourrait considérer la sortie longue comme une sortie intense. Et très souvent, ça va être négligé un petit peu vis-à-vis des coureurs. Alors, pourquoi est-ce que ça va être négligé? Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas le négliger justement? C'est que la longueur va forcément, à partir d'un moment, être fait au détriment de l'intensité. Par exemple, si on compare les capacités qu'on a à faire des séances intenses en fin de préparation marathon ou en fin de préparation 10 km, c'est pas du tout les mêmes. Parce que récupérer d'un 2h30, ça va nous prendre vraiment plusieurs jours, alors que récupérer d'1h15, 1h30, quand on a l'habitude de faire ça à peu près toutes les semaines, ça va beaucoup plus vite. Donc on peut faire beaucoup plus d'intensité dans sa semaine ou tout du moins pousser des séances beaucoup plus. Tu vois, en difficulté, un 8 sur 10 sur une séance intense, en prépa 10 ou en prépa marathon, on ne va pas obtenir la même séance. Donc voilà, son inconvénient, c'est pas vraiment un inconvénient, mais c'est plus quelque chose sur quoi il faut porter son attention. Pas prendre une sortie longue à la légère sous prétexte qu'on ne va pas très vite. Et d'ailleurs, souvent, elle est mise soit avant, soit après un jour de récup. Parce que souvent, c'est en fin de semaine qu'on va la faire. Et du coup, il y en a qui récupèrent le vendredi, d'autres qui récupèrent le lundi. Parce que c'est compliqué de récupérer le week-end souvent, parce que sauf si on est un athlète de haut niveau et que du coup, le dimanche, on peut s'accorder ce plaisir-là. On a un peu plus de temps le week-end. Donc voilà. Pour ceux qui s'entraînent tous les jours, évidemment. Combien est-ce que tu la notes, professeur Tristan, cette séance-là sur 20? Compliqué parce que c'est quand même le classique de classique. Ah ouais, là il y a des fanatiques de cette séance. Ouais, je sais qu'il y en a certains qui aimeraient. Là si tu mets une mauvaise note, on va avoir des emails. Ouais, il y en a qui aimeraient la noter. Ça déjà. Il y en a qui aimeraient la noter 20 sur 20. Moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas trop, peut-être à cause de mon gabarit, je sais pas. Moi, je m'ennuie un peu sur ces séances-là. J'aime bien quand on me rajoute un peu d'allure marathon.
Oui, avec un bon. Voilà, ça avec un bon. Alors, soit avec un groupe de potes, où là tu t'amuses, tu papotes, c'est toujours sympa. Soit des bons podcasts. Après, moi, la sortie longue en prépa marathon, des fois j'allongeais à plus de 2 heures. T'en as marre, quoi, tu vois. Ouais. J'aime bien ta voix, Tristan. Je pense que les auditeurs aiment bien la mienne aussi, mais à un moment donné, ils doivent plus en pouvoir. Et la musique, c'est pareil, t'en as marre à un moment donné. Ce qui est pas mal, c'est comme tu le disais, c'est d'intégrer des petites allures marathon pour essayer un petit peu dynamiser. Diversifier, en plus de l'intérêt que ça pourrait avoir, parce que mentalement, ça nous permet de travailler un petit peu notre système de douleur, c'est-à-dire que à la fin, dans la deuxième moitié de notre sortie longue, on va commencer à intégrer notre allure marathon, on commence à prendre le rythme, on se dit ça va faire mal comme ça, d'accord. On commence à s'y préparer vraiment, c'est un travail psychologique. Donc en plus de cet intérêt-là, ça permet de diversifier un petit peu et ça fait passer la séance beaucoup plus vite. Il faut faire gaffe à pas courir trop longtemps. On en avait parlé aussi des pièges dans l'allure fondamentale. Faut pas aussi parce que on veut que ça mette un petit peu plus de rythme pour que ça soit un petit peu plus drôle. Bon, c'est pas forcément une bonne idée. Du coup, combien? Parce qu'on n'a pas la note là. Écoute, avec des amis, je mets 18. Tout seul, je mets 8. Donc, on fait la moitié entre les deux, on met 13. Allez, 14. Allez, 14. Ouais, parce que 13, c'est quand même un peu dur. Hein. Monsieur note dur. Bon, 13, 14 sur 20, ça me semble pas mal. Écoute, Tristan, c'est bientôt Noël. Tu n'es pas sans savoir qu'on va bientôt avoir. J'attends ton cadeau. La réciproque rêverait, figure-toi, la réciproque rêverait. Et du coup, nos auditeurs et auditrices, ils veulent nous faire plaisir en cette période de Noël. Il y a un bon moyen de le faire. Et on vous embête pas souvent quand même. Hein. Je vous mets pas dans introductions de 3 km. Je vous le demande rarement, mais quand je vous le demande, c'est avec le cœur. Si vous pouvez, pourquoi pas nous laisser une petite évaluation sur Apple Podcast ou sur Spotify, parce que maintenant sur Spotify, tu n'es pas sans savoir qu'on peut noter les podcasts. Et ça va nous faire plaisir. Ça va nous mettre des petits cœurs dans les yeux pour cette belle fête de fin d'année. Et voilà, j'imagine qu'en plus Tristan, avoir des petits mots sur Tristan, c'est sympa, ça, pour vous dire un peu si voilà, vous appréciez notre nouvelle interview. Est-ce qu'il passe la période d'essai? Ça, il faut nous le dire. Mais en tout cas, c'est un bon moyen. Voilà, petite évaluation, ça nous fait plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à parler du podcast autour de vous, que ce soit à vos compagnons d'entraînement, à votre famille, à vos amis. Voilà, n'hésitez pas, ça nous fait toujours très plaisir. Si vous voulez nous faire plaisir à Noël, voici comment faire. Écoute, Tristan, je te souhaite de merveilleuses, de belles fêtes de fin d'année. De même. Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle année, une nouvelle saison de course à pied qui sera très riche en émotions, en sensations et en défis à accomplir. Bonnes vacances et à très vite. À très vite. Salut Guillaume, salut tout le monde.